Donc pour faire simple, je vais vous demander de vous présenter rapidement en 2-3 minutes. Si ce n'est pas nécessaire, je ne vais même pas poser de questions, je vais vous laisser parler. Sinon, j'ai quelques questions pour briser la glace. Mais bon, ça ne sera peut-être pas nécessaire. Je vous laisse vous présenter. Donc Julien Lavenu, je suis œnologue de Bordeaux. Je fais du conseil depuis 20 ans chez De Renocourt Consultants à Bordeaux et dans d'autres régions. Voilà. Fabrice Darmaillac, directeur technique du Château Clark, rive gauche, situé à Listrac. Château Clark, c'est 140 hectares de vignes avec une dominante de merlot sur des terroirs essentiellement faits d'argile. Voilà. Donc Christophe Rousseau, directeur adjoint du Château de Fiesal, 80 hectares en appellation Pessac-Léognan, 70 hectares de rouge et 10 hectares de blanc. Voilà. Tristan Rose-Desordons, je suis le directeur d'une entreprise qui s'appelle Touzan, qui fait historiquement de la vente de produits phytosanitaires et depuis une dizaine d'années du conseil en protection sanitaire du vignoble dans la Gironde, un petit peu en Charente et dans le Val-de-Loire, surtout du conseil, tout type de conseil de bio traditionnel avec des viticulteurs qui sont de la rive droite, de la rive gauche, mais aussi de l'entre-deux-mers, parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de production, même si on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Et je suis également, depuis une quinzaine d'années, viticulteur dans le Médoc, sur une petite propriété au nord de Saint-Estèphe, donc en fait au sud du Médoc, mais au centre du Médoc, quoi, en réalité. Voilà. Parce qu'on oublie, quand on parle du Médoc, on parle toujours du Haut-Médoc, des appellations communales, et le reste, c'est un peu comme l'entre-deux-mers. Voilà. Et j'avais juste une petite remarque à faire, puisque j'ai la parole. Dans les changements, on a parlé beaucoup du changement du climat, on a beaucoup parlé des contraintes hydriques et du sol. Et par rapport à ces contraintes hydriques, aujourd'hui, il y a un très grand nombre de viticulteurs qui sont en mutation par rapport à leurs pratiques sur l'entretien des sols et qui sont en train de passer du désherbage chimique partiel qu'ils maîtrisaient relativement bien en termes de salissement des sols et en termes de concurrence à des pratiques basées sur le travail du sol mécanique. La plupart des viticulteurs qui sont ici connaissent bien ces pratiques et les maîtrisent parfaitement. Et donc, même dans les années difficiles, maîtrisent la concurrence, que ce soit en eau et en azote. Et pour des viticulteurs qui sont en mutation dans ces périodes-là, avec du manque de personnel, pas forcément beaucoup d'expérience ou de l'expérience qui a été perdue, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, dans les années à venir, avec la disparition notamment du glyphosate, les conséquences sur la physiologie de la vigne dans un très grand nombre de propriétés, ça va être vraiment important. Et on l'a vu cette année, on peut mesurer l'impact des sols pas très propres, c'est-à-dire pas forcément propres au bon moment, avec des concurrences en eau, des concurrences sur l'azote qui se sont développées. Et donc pour tous les conseillers ou tous les gens qui sont dans des organismes, il faut tenir compte de ça parce que ça aura des conséquences là directes sur le rendement. Dans les propriétés qui sont en train de mettre en place, qui sont un petit peu en avance ce travail du sol, c'est vraiment pas très simple. Voilà. Donc il faut le rajouter. Les vignes ne sont pas toujours propres au bon moment en ce moment. Alors, sur le travail du sol, il y en a plein. Il y a des personnes qui ont des enherbements, il y a des personnes qui travaillent mécaniquement en continu. Il y a des personnes qui font des semis pérennes, qui peuvent plus ou moins les détruire en fonction de la saison culturale, et justement en fonction des conditions de pluie ou de sécheresse pendant le printemps. Il y a une grande adaptation. Et justement, c'est un sujet qui est travaillé par bon nombre de domaines, dont des domaines ici présents, sur le fait de garder des couverts pour faire des mulches ou de travailler complètement. Il y a des choses très intéressantes sur les phénomènes justement de stress engendrés à la vigne. C'est vraiment quelque chose à développer. On a plusieurs cas de figure parmi les domaines que l'on suit ici présents. Et il y a vraiment il y a aussi une question de température de sol. Dès le moment où il y a un couvert végétal, sec ou pas, qui peut avoir des influences vraiment considérables sur la manifestation de stress sur le vignoble. Et donc, dans un millésime comme 2020, qui était particulièrement sec et chaud, il y a des résultats
très très intéressant, voilà, sur la diminution de la température du sol en surface en tout cas. Nous faisons partie, à Clark, des gens qui ont récemment bouleversé la viticulture, où on essaye aujourd'hui d'appliquer ces désherbages mécaniques sur 100% de la propriété. Et il faut quand même admettre que la première cause de la diminution des rendements, je pense, c'est la mauvaise utilisation de notre matériel, la disparition des pieds, malheureusement. Donc on a encore un peu d'expertise à retrouver pour être en culture vraiment précise et adaptée. Clark, c'est 100% enherbé, avec des enherbements naturels. Et effectivement, on se pose beaucoup de questions avec les gens avec lesquels on travaille sur l'adaptation de nouveaux semis ou de choses comme ça pour rendre nos parcelles un peu plus performantes d'un point de vue vigueur et assimilation. Et à ce titre, moi j'avais une question sur toute la présentation qui a été faite aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, sur les différentes étapes, vous avez parlé de la dormance, de l'étape 1, et de la deuxième partie de l'étape 2. Quid de la première partie de l'étape 2, celle qui démarre avec le débourrement et qui va jusqu'à la fleur, c'est à peu près ça, les 400 degrés jour, où moi il m'a semblé justement cette année qu'elle était hyper impactante sur la baisse de rendement. On a frôlé, on a même flirté avec le gel, on a même été gelé sur une certaine partie. Et j'ai eu l'impression, moi, que mes parcelles et la vigne, de manière générale, a été fortement perturbée par cette première partie, plus que par l'augmentation de chaleur qu'il y a eu derrière. Donc c'est pour ça, quid de ce qui se passe dans nos sols à ce moment-là et des températures de sol, est-ce que c'est pas aussi hyper impactant sur le... Donc je sais pas, je peux que spéculer, mais pour moi c'est exactement ce qu'a pointé Florence tout à l'heure. C'est quid de ce qu'on n'a pas vu, ce qui s'est passé au niveau racinaire. On peut imaginer que tant que la plante est pas autotrophe, elle vit de l'épuisement de ses réserves qui sont dans les racines. Et elle les a peut-être pas, elle n'a pas peut-être été capable de remplir ses réserves aussi bien qu'elle aurait pu à partir du moment où la plante est devenue hétérotrophe. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça permet aussi d'expliquer peut-être pourquoi le positionnement de la période de grande sensibilité qu'a montré Nicolas et après le début de la période 1. De la période 2, c'est-à-dire, en gros, on paye en 400-700 les conditions qui ont été favorables ou défavorables de la mise en place de l'architecture foliaire. Jusqu'à la 7e, 8e feuille, la plante dépend de ses réserves. À partir de la 7e, 8e feuille, elle devient plus ou moins indépendante. Et c'est là qu'en gros, la messe est dite pour définir le potentiel fructifère de l'année d'après. Donc à ce moment-là, effectivement, tout ce qui se passe au niveau du sol, mais j'ignore l'effet de la température du sol sur ces phénomènes, là je peux que spéculer. En revanche, oui, souligner l'influence de cette période 2, c'est pour ça que je pense qu'avoir des modèles d'accumulation thermique qui nous donnent très vite avant le solstice, si on est sur des trajectoires où l'accumulation thermique va être plutôt lente ou plutôt rapide, ça a un potentiel prédictif très fort, puisqu'en fait, 50% de la messe est dite à partir de ce moment-là. Je voulais juste confirmer pour ma part les paroles de Fabrice et puis modérer un tout petit peu les résultats du projet La Cave, que je ne contredirai pas évidemment. C'est juste pour dire qu'on enregistre malgré tout à Bordeaux quelques jours de température négative, en tout cas en dehors de la ville de Bordeaux, dans les vignobles. Petite pensée bienveillante pour tous ceux qui ont gelé en 2019, parce qu'il y en a qui ont sacrément gelé. Je crois à Fiesal avoir lié quelques affinités avec la Reine des Neiges depuis pas mal d'années. On a gelé en 2013, gelé en 2016, gelé en 2017, gelé pour partie en 2019 aussi. Donc j'entends l'évolution climatique et j'entends les réchauffements climatiques, mais je pense aujourd'hui 2019, je partirais sur des phénomènes plutôt extrêmes. Alors c'est un mot qui n'a pas été employé ce matin, c'est un mot qui est fort, qui impacte. C'est bref, mais c'est intense. Donc c'est un peu mon évolution de vigneron aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que vient de dire Julien là, à l'instant aussi. Quels moyens on a demain, ou aujourd'hui d'abord, et puis demain après,
de s'adapter à ces évolutions, enfin à ces changements extrêmes là, brutaux. Alors notamment par le travail de sol et puis les couverts végétaux au bon moment. En fait, ce qu'il faut, c'est être là à l'heure, quoi. Surtout pas après, parce que c'est trop tard. Mais l'anticipation de ces phénomènes-là et puis de cette variabilité-là, je pense que c'est une des clés de la réussite de demain. Alors évidemment, on n'est pas là pour lire dans des boules de cristal, parce que c'est difficile. Mais je pense qu'on est tous réunis et on se pose tous pas mal de questions depuis 10 ans. Enfin, je fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est un état de fait. Il y a 20 ans, je pense que vous bossiez tous pour la plupart, en tout cas pour les plus âgés. Je pense qu'on se posait moins de questions. Alors c'est bien aujourd'hui de faire tout ce qu'on fait là. On monte tous en compétences en même temps. Et ça nous amène à changer et à modifier nos itinéraires culturels et nos habitudes et notre perception de la difficulté qui nous arrive tous les jours. Et donc je pense que, continuons à bosser là-dessus pour appréhender ces changements climatiques et puis faire de notre viticulture une chose un peu plus aisée et des meilleurs produits, quoi. À ce stade, on a essentiellement parlé de tout ce qui était végétatif, de tout ce qui présidait à la pré-véraison. Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre feedback sur l'effet des contraintes abiotiques, sur la photosynthèse, sur le potentiel, et donc à partir de là, sur le potentiel qualitatif du fruit, et pas seulement potentiel quantitatif en 2019 si vous le souhaitez, mais j'aimerais entendre votre vécu, votre ressenti sur le potentiel qualitatif des baies comme étant la conséquence de ces perturbations photosynthétiques, ces périodes de languissantes, afin de lier l'œnologie à ce qui s'est passé en mai, en mars, en avril, en juin, en juillet. En gros, commencer à vraiment se mettre dans une dynamique où on corrèle l'œnologie avec la viticulture, mais avec vraiment des relations de cause à effet assez simples à faire émerger. Est-ce que vous avez des feedbacks ? Bon, moi déjà, je peux en parler un peu plus globalement que dans le détail des personnes qui interviennent sur un domaine et qui sont tous les jours dessus. Le premier élément plus que surprenant, c'est que les résultats des vins, on peut s'imaginer avoir des vins solaires marqués par la sécheresse, par le millésime très chaud. Eh bien, globalement, c'est pas ça. Alors, il y a forcément des particularités et que certains des intervenants ont parlé des phénomènes de blocage et des choix de ramassage sur des raisins avec des niveaux d'alcool très élevés, mais ou vraiment des vignes qui ont souffert. Souvent, c'est des jeunes vignes ou des cas très particuliers, mais globalement, en fait, les vins dans le millésime, ils évoquent pas ce caractère si solaire. Et c'est plutôt une surprise très positive. Je vais passer le micro aux autres personnes parce que je vais l'occuper trop longtemps si je rentre là-dedans. Avec plaisir. Concernant notre production et le suivi un peu de ce qui s'est fait toute l'année, effectivement, on n'a pas, face à toutes ces conséquences successives, on n'a pas développé les rendements les plus élevés qu'on ait connus sur Clark. Ils étaient inférieurs à 2018, ça peut s'expliquer par tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. La dernière période, moi, j'ai trouvé assez, sans doute la plus stressante, alors qu'on semblait filer vers un millésime quasi parfait. J'ai retrouvé un peu des comportements climatiques qu'on n'avait pas l'habitude de connaître ici, qui étaient ces très fortes chaleurs proches vendanges. Je parle de la dernière semaine, enfin la semaine juste avant, le 20 septembre, qui a combiné à la fois des très fortes chaleurs et ce petit vent sec qui a fait partir énormément de volume et qui a fait même flétrir très rapidement et très fortement des parcelles dans un état irréversible qui nous a forcé de récolter de manière un peu précoce. Et donc ça on l'a subi, on l'a constaté, on l'a subi. Je rejoins ce que dit Julien en fait sur l'équilibre global des vins qui reste sérieux, concentrés, qui sont aussi une concentration d'acide, donc on garde de la fraîcheur et des choses. On évite de basculer sur le côté solaire et ennuyeux, je trouve, sur ce millésime, mais ça reste, concernant Clark, des vins assez corsés, assez hauts en alcool. On dépasse toujours sur les merlots les 14. Donc et malheureusement, ce sont des profils qu'on commence à connaître depuis 2016. Mais voilà, moi, cette dernière semaine,
On n'était pas habitué à ça. On a pu en discuter sur d'autres vignobles, je pense au Languedoc notamment, où c'est des choses qu'on rencontre et qu'on sait faire avec. Et là, on était un peu désemparés de l'état des raisins sur cette semaine-là, la disparition du volume et l'état de flétrissement vraiment très poussé de certaines parcelles. Nous, on ne s'occupe pas tellement des résultats œnologiques, mais plutôt l'état sanitaire jusqu'à la fin des vendanges et l'état, on va dire, physiologique visible. Ce qui est sûr, c'est que 2019 a été, par sa climatologie, très violent, avec des périodes caniculaires qui ont globalement eu plutôt moins de conséquences visibles qu'on aurait pu s'y attendre, mais avec aussi une très très grande diversité en fonction du type de sol. Et donc cette période pré-vendange, donc avant le 20 septembre, sur certains sols très filtrants, dans le Médoc notamment, il y avait des situations, on va dire, presque un peu catastrophiques de certaines parcelles, alors que d'autres zones plus argileuses, il y avait, ou même sur Saint-Émilion en règle générale, il y avait quand même beaucoup moins de soucis, donc ça c'était très variable. Et puis après, c'est la deuxième période aussi, hein, c'est-à-dire à partir de fin septembre. Moi j'ai en tête une propriété où les merlots, on va dire, c'est vraiment des baies toutes petites, flétries, et au final, ils ont attendu beaucoup sur les Cabernet Sauvignon, et ils ont des rendements qui sont finalement énormes, avec des vins très dilués, hein, mais donc il y a eu plusieurs périodes, et c'est une des années sur lesquelles en gros, le pourcentage d'argile et les capacités de rétention en eau des sols est le plus impactant sur le profil des parcelles et leur vigueur. Et ensuite, c'est vrai que quand on regarde le résultat final, une fois que les feuilles tombent, on s'aperçoit qu'on a quand même de nombreuses parcelles sur lesquelles on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de végétation au final, et sans doute eu moins d'évaporation. Si on avait eu une végétation absolument colossale, on aurait eu plus de contraintes hydriques, voire de stress hydrique marqué à certains moments qu'on a eu au mois d'août, alors qu'on l'a eu un petit peu moins cette année, je pense, à cause de ça. Ouais, juste, rien de nouveau par rapport à ce qui vient d'être dit sur Fiozal. On a la chance pour 2019 d'avoir des vins qui sont, je pense, comme pour beaucoup, équilibrés, avec des acidités qu'on n'avait pas vues depuis pas mal de millésimes, et donc ce qui nous apporte quand même une fraîcheur et puis de bonnes perspectives de conservation et de garde, puisqu'on l'oublie, mais ça reste quand même un facteur important. Juste, je revenais par rapport au résultat aussi de Carlo et à ce que vient de dire Tristan à l'instant. Ce qui aurait été sympa aussi, c'est de mettre en corrélation le volume des baies ou la concentration, et puis un facteur important cette année qui était la coulure et le milrandage, qui était sur certaines régions très très présent et avec des répercussions évidemment extrêmement conséquentes sur le volume de récolte finale. Donc voilà, je pense que c'est aussi un fait marquant du millésime 2019 sur certaines propriétés, avec un décalage soit lié à la précocité des cépages ou à la variabilité des terroirs. En fait, les terroirs les plus chauds ont dû fleurir un peu plus tôt et passer au travers une bonne coulure derrière. Voilà, on a eu sur la propriété, je fais cette conclusion parce qu'on a eu sur la propriété un décalage sur une zone un peu plus froide, et tous cépages confondus, on n'a pas vu de différence en fait sur les merlots et les cabernets, et puis on a même une petite partie de Sémillon qui a connu de la coulure, quoi. Voilà. Excuse-moi, juste avant, effectivement, et après je te laisse parler, promis. Donc oui, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est vrai que la floraison elle-même est directement impactante sur le millésime et sur la quantité du millésime, et on a connu nous aussi, par ce décalage physiologique, ce problème à la fleur et donc cette coulure derrière. Et pour répondre à la question que tu avais juste posée tout à l'heure, je pense que sur Clark, sur 2019, ça doit être les niveaux d'azote assimilables les plus faibles qu'on ait dans les mous depuis qu'on mesure l'azote assimilable. Voilà. Quel impact sur les fermentations ? Alors, on s'y attendait, on s'y est préparé, on a accompagné nos cuves pour faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Ça a été un peu plus languissant, mais tout s'est achevé, donc tout va bien. Sur les potentiels aromatiques ? On a pu conserver la fraîcheur, on n'a pas été impacté réellement. On a fait face à ça, mais voilà, c'est une donnée à prendre en compte.
Juste pour revenir sur l'équilibre des vins, surtout sur des endroits où le choix a été décidé d'attendre après les pluies le déblocage ou la maturation souhaitée. Il y a des endroits où il y a quand même pas mal il y a eu des phénomènes de dilution des baies qui étaient des fois favorables. Il y a aussi eu un enrichissement en potassium dans les raisins et on le voit transparaître aussi sur certains vins en termes de pH maintenant, Malofini, etc. Il faudra quand même être vigilant à ça. Sur le point des azotes assimilables, très franchement, c'est vraiment fortement lié à la nature des sols, parce que là encore, étant donné que je vois et notre équipe voit plein d'endroits différents, eh bien, il y a des endroits où il y a des records d'azote, des azotes assimilables à plus de 300, 350, et d'autres, plutôt des sols argileux, où les azotes, comme assez systématiquement, sont très bas, à moins de 100, voire moins de 50. C'est souvent lié aux apports faits par le passé, mais donc c'est vraiment très très large. Le dernier élément que je voulais évoquer, c'est par rapport à la maturité. Vous parliez de la montée des sucres, du caractère aromatique des vins, fruits frais et tout. On fait quand même essentiellement des vins rouges. N'oublions pas la nature des tanins. Hein, c'est quand même important de faire des vins rouges avec des tanins mûrs. Voilà. Donc moi, avant de donner la parole au public, j'aimerais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé du chargement en potassium en fin de saison. Non, j'ai pas d'analyse, mais ce que je constate aujourd'hui sur les vins, maintenant que les malos sont quasiment finis partout, on se retrouve quand même avec des belles acidités, mais des niveaux de potassium assez élevés dans les vins, et donc pas toujours des super beaux pH. Voilà. Après, il y a des phénomènes aussi liés à la dilution qu'il y a eu dans les raisins. Je pense surtout aux raisins ramassés tard, pour différentes raisons, mais particulièrement, voilà, le Cabernet Sauvignon, on n'est pas dans le millésime avec les pH forcément souhaités. Je pense qu'il y a peut-être des questions dans le public. Y a-t-il des questions ? Oui ? Non ? Ok, je pensais qu'il y avait des questions. Non ? Peut-être que tout le monde a faim. Bon, ben, moi j'en aurais encore une, parce que j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais sur la qualité des tanins. Est-ce que vous suivez, comme ils font beaucoup en Californie, le niveau de copigmentation, l'interaction couleur-tanin, et si oui, comment ça affecte l'appréciation du potentiel tannique ? Et malheureusement non, parce qu'on travaille essentiellement sur notre ressenti, sur la dégustation. Voilà, c'est la façon dont on fonctionne. Bien entendu que tous les supports, tous les aides au choix sont importants. On en a vu plein au cours de cette matinée. Mais nous, notre façon de faire repose quand même essentiellement sur notre ressenti. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose qui n'a rien à voir, mais comme je suis, on va dire, dans le domaine de la protection de la vigne, je voulais parler, et puis qu'il y a des professionnels en face, du changement du climat. Donc depuis quelques années, encore plus que les problèmes de température ou de sécheresse, le climat sur la protection sanitaire est devenu quelque chose de très compliqué à Bordeaux. Très sensible, ultra sensible. Voilà. C'est devenu tellement sensible qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une période de raréfaction des solutions qui existent, on s'est auto-imposé un certain nombre de choses, et il faut que collectivement on se rende compte que si on parle de maturité des raisins, il faut qu'on ait des raisins, et on est aujourd'hui à la veille, voire peut-être même déjà rentré dans une période où les solutions qu'on s'autorise pour lutter contre notamment le mildiou, parce que c'est le seul vrai problème, ont quasiment disparu. Voilà. Donc il faut être conscient que si on a cette année une épidémie de mildiou un petit peu précoce,
pas besoin qu'elle soit au niveau de 2018. On arrivera à la période de la fleur avec suffisamment de cycles de contamination pour que les dernières solutions qu'on s'autorise aujourd'hui pour des raisons de cahier des charges, de résidus, de classes de risque, etc., soient devenues inefficaces. Et ça, c'est à l'échelle d'un territoire important. Aujourd'hui, quand on fait, et on a des monitorings d'évolution de population résistante, on en fait en 2019. En 2019, on n'a pas eu de mildiou, mais on a quand même eu des évolutions des populations. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai et très sérieux problème qu'il faudra évoquer, parce que sinon, effectivement, on n'aura pas de travail pour les labos d'œnologie, ni d'analyse de résidus, parce qu'il n'y aura plus de raisins. Voilà. Sur ce mot d'espoir, je pense que s'il n'y a toujours pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais juste annoncer la dégustation. D'ailleurs, j'ai 3 mots sur le millésime 2014 pour qu'on les ait en tête avant de déguster. Et puis on va s'arrêter là, quoi. En gros, 2014, je suis allé voir ce qu'on avait discuté à l'époque avec le vintage, la conférence du millésime. C'était assez chaud et humide. Justement, pour le coup, une très forte pression au mildiou et un arrêt de croissance tardif, donc très, très différent par rapport à ce qu'on a exposé cette année. On avait observé des différences très marquées entre les différentes zones et une belle période 4 et 5 qui profitait aux cépages tardifs, ça veut dire beau temps en septembre et en octobre. Les maturations avaient été lentes, les merlots avaient été reportés comme subissant des maturités hétérogènes avec parfois de la dilution, et on avait eu peu de degrés excessifs, peu de goût herbacé, des bons profils aromatiques. Donc la question c'est, dans les conditions qui ont présidé à l'élaboration de ces fruits, comment 5 ans après le vin a-t-il vieilli? On va juste avoir une petite illustration, mais c'est aussi l'idée de ce Vintage Report, c'est de pouvoir se dire, ça a été 2019, comment ça va vieillir? C'est pour ça qu'on essaie de faire un retour 5 ans plus tard. Je pense que... Comment ? Voilà, évidemment, je voudrais remercier les sponsors grâce à qui on peut avoir collectivement ce moment de réflexion, vous remercier pour votre engagement et vous inviter à déguster les vins de 2014 qui ont été gracieusement amenés pour clore cette demi-journée. Merci et à l'année prochaine. Merci d'être venu.